C'est l'heure de l'invité du grand journal. Lutte contre l'immigration clandestine, retrait de l'accord de Paris sur le climat, augmentation de la production d'hydrocarbures, mais aussi retrait de l'OMS. À peine investi, Donald Trump a signé hier toute une liste de décrets, une longue liste. Alors, quel impact auront ces décrets, ces nouvelles mesures dans les différents domaines, tous ces domaines respectifs? Je vous propose d'en parler avec Moustapha Tossa, analyste politique et éditorialiste en direct avec nous depuis Paris. Bonjour Moustapha. Bonjour Nadia. Alors on commence avec ces décrets, des décrets déclarant l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique, ceux relatifs au droit d'asile et au droit du sol. Quelles pourraient être les conséquences juridiques et sociales de ces mesures, notamment en ce qui concerne les droits constitutionnels des migrants et les relations avec le Mexique? Alors il faut rappeler, Nadia, que la question migratoire était l'obsession première de Donald Trump, même en 2016, quand il a été élu lors de son premier mandat. Et on se rappelle son projet phare de construire un gigantesque mur qui sépare l'Amérique du Nord et le Mexique. En prenant ses responsabilités et son pouvoir à la Maison-Blanche, il a tenu à signer 78 décrets qui forment une forme d'agenda de rupture de Donald Trump pour ce second mandat. Et parmi ces décrets importants, celui concernant la gestion de la question migratoire. Donc, il ordonne le déploiement de l'armée tout au long de cette frontière mexico-américaine pour empêcher les illégaux de rentrer. Et il veut absolument organiser une expulsion massive de ces immigrés vers le Mexique. Lui, il appelle ça un désastre qui menace l'Amérique. Et puis surtout, il remet en cause un certain nombre de droits sociaux de ces immigrés et surtout celui du droit de sol. Alors le droit de sol, c'est celui, toute personne née aux États-Unis a droit automatiquement à la nationalité américaine. C'est un droit qui est protégé par le 14e amendement de la Constitution américaine. Alors d'une signature, Donald Trump va le supprimer. Alors on s'attend à ce qu'il y ait une grande bataille judiciaire à l'intérieur même des États américains. Il y a des États américains qui ne vont pas appliquer à la lettre les ordres du gouvernement fédéral dans l'expulsion et aussi dans la suppression du droit de sol. Et donc on s'attend à ce qu'il y ait une grande bagarre à l'intérieur des États-Unis entre les États qui veulent appliquer aveuglément ce que le gouvernement fédéral et la Maison-Blanche viennent de décider, et les forces de résistance sociale, politique à l'intérieur même des États-Unis qui ne veulent pas et qui s'attardent et s'attachent à cet acquis américain, à ce trait distinctif qui fait partie du rêve américain, à savoir une personne née aux États-Unis est forcément et automatiquement américaine. Alors, Donald Trump l'avait annoncé, le retrait des États-Unis de l'accord de Paris est bel et bien en marche. Le président a signé un décret déclarant un état d'urgence énergétique pour augmenter la production d'hydrocarbures. Alors, quels vont être là encore, les impacts environnementaux et économiques de cette décision? Et comment, surtout, s'inscrit-elle dans le contexte mondial de transition énergétique ? Alors là aussi, le retrait de l'Amérique de l'accord de Paris a été déjà une décision qui a été prise par Donald Trump en 2016, mais avec l'arrivée de Joe Biden, les démocrates Joe Biden, ils sont revenus d'une manière ou d'une autre au sein de cet accord. Et Donald Trump avait pris cette affaire à bras le cœur parce qu'il estime que l'Amérique ne doit pas assumer la responsabilité de ce qui se passe sur la planète. Mais en prenant cette décision, de nombreux commentateurs estiment que Donald Trump est en train de casser la logique même de la COP 21 et de l'accord de Paris, à savoir qui est basé sur le pollueur-payeur. Celui qui pollue plus doit payer plus. Alors en sortant,
D'abord, il prive de nombreux pays victimes de ce réchauffement climatique et de cette transformation de la planète, victimes ils n'ont pas d'économies qui ont pollué suffisamment. Et il les prive de toutes les subventions que la logique de l'accord de Paris leur prévoit. Mais surtout, en sortant de l'accord de Paris, l'Amérique de Donald Trump rejoint le club très fermé des pays qui ne sont pas signataires de l'accord de Paris, à savoir le Yémen, la Libye et l'Iran. Mais on dit que Donald Trump, motivé par une logique économique, ne veut pas payer pour les autres. Il ne veut pas que l'argent américain aille vers les pays qui ne polluent pas. Donc, il prend une décision de rupture avec la communauté internationale qui aura forcément un impact majeur sur la suite des événements. Et rupture aussi en matière de santé, puisque Donald Trump a justifié le retrait des États-Unis de l'OMS également, en critiquant notamment les contributions financières déséquilibrées entre les États-Unis et la Chine. Alors là encore, quels sont peut-être déjà les risques pour la santé mondiale et la coopération internationale en cas de retrait des États-Unis, et comment cela pourrait-il affecter la gestion de futures pandémies, par exemple ? Oui, c'est vrai que Donald Trump fait le constat que l'Amérique paye beaucoup pour protéger la santé mondiale et qu'il paye plus que la Chine. Alors, au lieu de prendre la décision de convaincre la Chine de payer encore plus pour rester dans de ce traitement global des épidémies, il préfère se retirer de l'OMS. Et donc, ça constitue un risque majeur parce que dans le cas des épidémies globales, comme on l'a vécu avec la Covid, s'il n'y a pas une réponse internationale coordonnée, on ne peut pas avoir une efficacité mondiale. Donc, en sortant de l'OMS, Donald Trump affaiblit de manière automatique le type de réponse internationale que la communauté internationale doit apporter en cas d'épidémie globale. Et donc, et sur ce positionnement-là aussi, il va être très critiqué par les autres partenaires internationaux qui veulent que les épidémies doivent être perçues, traitées et auxquelles on doit apporter non pas des solutions nationales ou continentales, mais des solutions mondiales. Et Donald Trump, en sortant de l'OMS, il casse cette logique et s'isole davantage de la communauté internationale. Le président américain a aussi signé un décret ordonnant à son gouvernement de suspendre pour 75 jours l'application de la loi interdisant le réseau social TikTok aux États-Unis. Et quels sont les enjeux géopolitiques et économiques aussi derrière cette décision, notamment en ce qui concerne les relations entre Washington et Pékin ? Alors, ce qu'il faut rappeler autour de cette affaire de TikTok, c'est que cette loi qui a été votée et qui est entrée en exécution n'était pas celle de Donald Trump, c'était celle de l'administration Joe Biden. Alors, suspendre TikTok aux États-Unis parce que l'administration américaine estime que TikTok, qui appartient au gouvernement chinois, présente une faille sécuritaire immense à partir du moment où il y a 170 millions d'Américains qui utilisent TikTok et que TikTok pourrait, la base de données de tous ces Américains peuvent être utilisées par les Chinois à des fins autres que commerciales, à des fins sécuritaires. Donc, il y a eu une loi qui suspend à un moment donné l'usage ou l'utilisation de TikTok sur le territoire américain. Et c'était quoi la demande de l'administration Biden? C'était que TikTok doit être possédé à 50% par un Américain, 50% par les Chinois, 50% par l'Américain. Le blocage, c'est que le propriétaire chinois de TikTok a refusé ce bras de fer et a refusé ce marchandage, ce qui fait qu'à un moment donné, la loi allait entrer en vigueur et tous ceux qui utilisaient TikTok allaient être menacés de prison et d'amende. Arrive Donald Trump comme un chevalier blanc dans une atmosphère de crise générale autour de TikTok et il ordonne la suspension de l'application de cette loi qui punit les Américains. Donc, il donne encore à la société TikTok encore 75 jours
pour pouvoir trouver une solution commerciale, politique, sécuritaire entre guillemets avec le partenaire américain. Est-ce que Donald Trump va convaincre les Chinois de prendre 50% de la société TikTok pour lui permettre de continuer à exercer sur le territoire américain? Ça, c'est la grande question à voir aussi avec le grand bras de fer et même certains disent la grande guerre commerciale qui s'annonce entre le mastodonte américain et le mastodonte chinois. Et TikTok n'est qu'une partie de cette guerre américaine entre les deux grandes puissances. Mustapha Tossa, peut-être une dernière question, puisqu'on parle du réseau social TikTok. Elon Musk, patron du réseau X et l'homme le plus riche du monde, intègre le gouvernement de Trump. Il a pour lui un département tout nouveau, celui de l'efficacité gouvernementale. Hier, lors de l'investiture, tout le GAFA, toute la Silicon Valley était présente en ce 20 janvier 2025, que ce soit Jeff Bezos ou Tim Cook, ils étaient tous là. Qu'est-ce que cela dit de ce second mandat de Trump sur le plan intérieur cette fois-ci aussi? Qu'est-ce que cela révèle, selon vous? Cela révèle que pendant la campagne électorale, il a réussi à avoir les géants de la tech avec lui, sans exception, Facebook, Amazon, TikTok, X et tous les géants de la tech avec lui. Et ça, c'est ce qui explique une partie de son retour, de son comeback important. Alors pour Elon Musk, il faut préciser quelque chose d'important. Elon Musk est très détesté, entre guillemets, en Europe parce qu'il se mêle d'élections européennes. Il veut absolument que l'extrême droite allemande gagne le pouvoir. Il a beaucoup de sympathie pour l'extrême droite italienne, l'extrême droite française. Il ne faut pas oublier que les deux seuls Français qui ont été invités officiellement à assister à la cérémonie de Donald Trump sont Éric Zemmour, patron du très droitier parti Reconquête, et sa femme Sarah Knafo. Ça vous renseigne sur la vision que Donald Trump a de cette Europe, et ça vous renseigne aussi sur l'apport que Elon Musk et Donald Trump vont donner à l'extrême droite pour l'aider à être au pouvoir en Europe. Et ça, c'est un enjeu majeur qui fait peur au gouvernement et aux capitales européennes. Mustapha Tossa, analyste politique et éditorialiste, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez avec nous en direct depuis Paris.